Alors toujours dans le droit fil de l'émission que nous avions enregistrée à Paris, je voudrais que nous écoutions le témoignage de Frédéric et ensuite nous parlerons du fantasme d'être un sauveur. On l'écoute et on se retrouve tout de suite après. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Jean-Charles Bouchoux, nous évoquons le couple et toutes ces violences invisibles. N'hésitez pas en tout cas à nous rejoindre sur Sud Radio. Bonjour Frédéric. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Frédéric. Merci de me recevoir. Alors donc vous avez eu deux relations qui ont été un petit peu violentes visiblement. Oui. Alors racontez-nous. Tout à fait. Alors violente physiquement, mais comme vous avez dit dans l'introduction, c'est surtout ce qui m'a démoli, c'est surtout les violences qu'on ne voyait pas, quoi. Et dont je ne me rendais pas compte, ou du moins je m'en rendais compte, mais je faisais semblant de ne pas les voir, quoi. Et ces violences-là, elles m'ont détruit, et même encore aujourd'hui, j'en garde des séquelles. Bon, je pense que j'en garderai toujours des séquelles, quoi. Mais des violences. Alors, vous garderez des cicatrices, maintenant des séquelles. Le mot est peut-être un peu fort. On peut aussi faire quelque chose des moments difficiles qu'on a vécus et en faire quelque chose de positif. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, j'essaie d'en faire quelque chose de positif, mais c'est encore parfois difficile, surtout par exemple sur la confiance en moi, la confiance envers les autres, c'est quelque chose de la culpabilité, justement, vous en parliez dans l'introduction, ça m'a beaucoup parlé, parce que c'est vrai que cette culpabilité, par exemple, moi je l'ai constamment, quoi. Dans mes relations, je suis sans arrêt en train de me remettre en question et de dire... C'est pas une culpabilité, je suis désolé si je mets un petit peu un point sur les i, parce que la culpabilité, je l'ai dit à un moment donné, c'est si vous avez commis un acte coupable. Alors, a priori, vous n'en avez pas commis. C'est une angoisse d'abandon. Et quand on regarde l'angoisse d'abandon, c'est intéressant de travailler dessus, c'est vraiment très intéressant. Je comprends que le petit enfant, que nous, quand nous étions petits enfants, nous avions eu cette angoisse, parce que un petit enfant qui serait abandonné dans la rue, mais il serait en danger de mort. Donc angoisse d'abandon rime avec danger de mort. Et c'est ça qui est resté dans notre inconscient. Alors qu'aujourd'hui, si on m'abandonne, c'est même... La plupart du temps, en fin de compte, c'est une bonne nouvelle quand on y réfléchit. Parce que ce monsieur, ce garçon qui vous faisait du mal, vous êtes toujours ensemble ? Non. Donc vous vous en êtes séparés, et cet abandon, j'en suis certain, était une bonne nouvelle. Et les gens qui nous abandonnent, quand on y réfléchit après coup, on se dit ça aurait été vraiment dommage qu'ils restent, quoi. Donc il n'y a pas de raison. L'angoisse d'abandon, elle se fonde sur rien. Enfin, elle se fonde sur un souvenir de la toute petite enfance. Et ça vaut vraiment le coup d'aller travailler dessus. Hein ? Parce qu'en fait, quand vous dites que vous êtes coupable, vous êtes coupable dans votre tête de pas avoir pu partir plus vite, vous voyez ? Plutôt, moi, ça serait plutôt coupable de ne pas avoir pu l'aider. Oh là 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 là. Là, c'est le fantasme du sauveur. Et beaucoup des victimes sont piégées dans ce fantasme. Alors, je vais vous dire d'abord une première chose. De toute façon, ça ne marche pas. Vous ne pouviez pas. Vous n'êtes coupable de rien. On ne peut pas soigner son conjoint. On ne peut pas soigner sa famille. On ne peut pas soigner son patron, puisque ça se passe aussi au travail, les problématiques de perversion narcissique. Donc, de toute façon, c'était perdu d'avance. Et je vais ajouter, heureusement, parce qu'imaginez-vous que vous viviez avec quelqu'un qui vous a sauvé. Il prendrait pas la place de conjoint, il prendrait la place de Dieu ou de demi-dieu, j'en sais rien. Je veux dire, ça serait pas sain. On n'est pas là pour sauver son conjoint. Ça, il faut se le sortir de la tête. Et s'il ne va pas bien, et en plus, le plus beau cadeau que l'on puisse lui faire, c'est de le quitter. Parce que si on reste, le message qu'on envoie, c'est continue ton truc, ça marche, regarde, j'ai besoin d'être sauvé. Puis surtout aussi, ne pas en sortir. Parce que le jour où il en sortira, vous pourriez partir. À ce moment-là, vous avez fait votre job. Vous voyez ? Donc ce fantasme de sauveur, il faut absolument aller travailler dessus. C'est quelque chose qui doit disparaître. Et puis tout ça, ça vous empêche de sortir de votre rôle de victime, cette culpabilité, ce fantasme de pas avoir fait ce qu'il fallait pour le sauver, vous voyez. Ça vous empêche de vous réaliser vous. Bon, alors ça repose sans doute. Mais c'est. Non, on entend bien, Frédéric, à quel point vous êtes encore envahi par ces sentiments de culpabilité, de désir peut-être de pas, enfin de sentiment de peut-être pas avoir fait tout ce qu'il fallait. Oui.
Oui, Hein? mais je suis comme ça dans toutes mes relations. Et ça remonte certainement à votre enfance, hein, ce sentiment-là. C'est ça qu'il faut vraiment travailler, parce que la seule chose qu'il faut faire, c'est faire le mieux pour vous et vous respecter. Oui. Et si vous vous respectez, comme vous l'avez dit, exactement, si vous vous respectez et vous faites ce qui est bien pour vous, obligatoirement vous serez avec un partenaire qui ne vous manipulera pas. Bien sûr, se faire du bien à soi, c'est faire du bien à l'autre. On le disait tout à l'heure en préparant l'émission, mais en même temps, faire du bien à l'autre, normalement, on devrait se faire du bien à soi, mais ça marche pas. On pourrait avoir pensé ça ne marche pas parce que l'autre va rester et faire tout pour aller mal, puisque c'est comme ça qu'il vous tient. Donc ça peut pas fonctionner. J'apprends à faire ça, justement, depuis que j'ai entrepris. En fait, je crois, Jean-Charles Bouchou, il faut bien comprendre que quand un couple s'installe, c'est jamais par hasard, c'est toujours des rencontres avec des interactions inconscientes, etc. Oui, Jacques Lacan disait, ce sont deux inconscients qui se rencontrent. Exactement. Et donc, si on reste dans une position qui ne nous convient pas, on laisse l'autre dans cette même position. Vous comprenez, Frédéric? Oui. Bien sûr. Et puis, comme on disait en préparant l'émission tout à l'heure, enfin en introduction, on se retrouve en posture de enfant-parent. Et lui, il va prendre la place, alors soit l'enfant plaignant pour que vous deveniez comme sa mère, et puis ensuite il va devenir enfant rebelle, c'est-à-dire j'en ai marre que tu m'infantilises. Et vous positionnez en parent normatif qui va dire la loi, puis à un moment donné, en parent nourricier qui va chercher à faire du bien à l'autre. Comme je le proposais, la bonne posture, c'est la posture d'adulte. On est deux adultes. Et si l'autre se positionne en enfant, on ne répond pas en parent, on répond en adulte. Ce que tu me dis là ne m'intéresse pas. Ah, tu souffres? Eh bien, écoute, il serait temps pour toi de consulter, peut-être. Vous voyez? C'est-à-dire que vous lui dites, il existe une solution, mais elle se situe à l'extérieur du couple. Sinon, c'est vous qui payez les pots cassés, hein. Oui. Vous êtes suivi, vous voyez quelqu'un, Frédéric? J'ai été suivie, oui, plusieurs fois. Là, j'ai mis un terme pour l'instant, mais pour l'instant, je ne ressens pas le besoin. D'accord. Écoutez, à ce moment-là, si vous n'en ressentez pas le besoin, c'est très bien. Mais peut-être que vous pouvez aller faire des choses comme, je pense par exemple à aller prendre des cours de théâtre ou des cours de danse, ou vous voyez, quelque chose qui va vous permettre d'exister par vous-même, de vous faire du bien et de vous permettre de vous réaliser vous-même. Je crois que vous avez besoin de ça, parce que je sens que c'est compliqué pour vous de vous affirmer, de vous positionner. Oui, complètement. Et donc faites des choses que vous avez envie de faire, qui vous feraient plaisir. Alors après, ça peut être le dessin, la danse, le théâtre, le chant. Par exemple, chanter dans une chorale, ça peut être très positif parce que on est quand même protégé par les autres qui chantent aussi, et en même temps, on se rend compte qu'on est capable de chanter. Vous voyez, c'est ce que Oui. Je pense que vous auriez besoin de quelque chose qui va vous permettre de vous réaliser, et qui donc va vous permettre de vous affirmer un petit peu mieux. D'accord. Parce que pour l'instant, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut absolument que vous puissiez travailler. Parce que sinon, vous risquez de retomber à nouveau sur quelqu'un qui va pouvoir facilement vous manipuler. Même si là, vous m'avez dit que vous avez du mal à refaire confiance, mais vous n'avez pas non plus envie de rester seul toute votre vie. Non, mais après, je suis pas seule. J'ai rencontré quelqu'un, justement, qui je pense, était un vrai gentil, entre guillemets, on va dire ça. Et qui m'a fait beaucoup évoluer. D'ailleurs, et vos émissions aussi m'ont beaucoup aidé. Et j'avance petit à petit. Et j'essaie de retrouver confiance. Très bien. Petit, mais alors pourquoi vous me dites, je pense que c'est un vrai gentil? Non, je suis sûre que c'est un vrai gentil. Ah, j'aime mieux ça. Oui. Mais vous voyez, ça montre bien qu'il y a quand même encore une petite réserve. C'est sûr. Les mots, ils parlent toujours de nous. Hein. Oui. Bon. Il faut que je continue à travailler. Merci Frédéric, en tout cas. Merci à vous. Merci Frédéric. Alors, une psychanalyste, et malheureusement, je ne me rappelle plus laquelle, j'avais lu ça dans un livre, disait « Devenir psychanalyste, c'est certainement avoir voulu sauver sa mère. » Donc pour elle, elle estimait que tout psychanalyste avait à un moment donné ou à un autre voulu sauver sa mère, et c'est pour ça qu'il était devenu psychanalyste.
On entend bien dans le discours de Frédéric que son fantasme, c'est de sauver l'autre. Certainement que dans son enfance, elle s'est inscrite comme sauveur de sa mère, de son père, je n'en sais rien, je ne connais pas son histoire, j'ai pas eu le temps de l'interroger plus avant, mais on sent bien qu'il y a ce fantasme-là. Et ça s'accompagne de ce qu'elle appelle de la culpabilité. Nous l'avons vu dans la vidéo précédente, si vous voulez, je vous remets le lien en description. Ce que nous appelons culpabilité est en réalité une angoisse d'abandon. On en a déjà parlé. Donc, pour pallier à cette angoisse d'abandon, l'enfant se positionne en sauveur. Ce que j'aimerais dire à Frédéric, j'ai pas eu tellement de temps à la radio, c'est quand on ne sent pas l'amour de son parent, quelquefois, l'enfant pense, c'est donc que je ne suis pas aimable. Et moi, ce que je suis très souvent amené à dire, c'est non, attendez. Si vous n'avez pas senti l'amour de l'autre, c'est que l'autre n'était pas capable de vous aimer. J'avais donné à une époque cette image un peu idiote, mais qui parle tellement. Si votre parent n'avait pas eu de bras, vous ne lui reprocheriez pas de ne jamais vous avoir pris dans ses bras. Mais c'est ça, c'est que d'un point de vue psychique, il est incapable de vous prendre dans les bras. L'enfant entend toujours, c'est donc que je ne suis pas aimable. Et nous transportons ça dans notre vie d'adulte. Si je ne sens pas l'amour de l'autre, c'est que je ne suis pas aimable. Stop, faut arrêter. Si vous ne sentez pas l'amour de l'autre, c'est que l'autre est incapable d'aimer. C'est lui qui est handicapé, ça n'est pas vous. Quant à cette culpabilité, c'est une angoisse d'abandon. Nous en avons déjà tellement parlé, je ne veux pas revenir outre mesure là-dessus, mais comprenez qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en danger. Le danger que vous ressentez, c'est un souvenir de la toute petite enfance qui, effectivement, comme je l'ai dit dans l'émission de radio, rimait avec angoisse de mort. Maintenant, je veux m'adresser peut-être un petit peu plus particulièrement aux thérapeutes, parce que beaucoup de thérapeutes ont effectivement ce syndrome du sauveur. On ne sauve pas non plus ses patients, étonnamment, quoi. Le patient, par lui-même, va être amené à s'en sortir. Nous sommes les témoins de sa guérison, le cas échéant. Je crois que c'est Jacques Lacan qui disait « et la guérison arrive de surcroît », c'est-à-dire qu'on ne s'y attendait pas. Vous n'êtes pas capable de sauver votre patient, vous n'êtes pas capable de le soigner, mais à un moment donné, vous êtes capable d'être présent, vous êtes capable de l'accueillir. Freud, déjà à l'époque, vous vous rendez compte, il y a plus de 100 ans, disait le médicament, c'est neutralité et bienveillance ». Et il prenait pour exemple les artistes. Vous avez le peintre, par exemple, qui ajoute de la matière à de la matière. C'est-à-dire qu'il va prendre une toile blanche, il ajoute par-dessus de la peinture. Et puis le sculpteur, à l'inverse, enlève de la matière à la matière pour laisser apparaître sa sculpture. Eh bien, les thérapeutes, nous sommes un peu comme ça. C'est-à-dire que on n'ajoute rien. Ça, il faut arrêter de vouloir le croire. D'ailleurs, si vous souhaitez devenir de meilleurs thérapeutes, c'est pas en apprenant beaucoup plus de techniques. C'est intéressant d'apprendre plus de techniques parce que ça nous donne une connaissance plus importante. Mais dans les faits, quand on est silencieux, je veux dire qu'on connaisse 10 techniques ou qu'on n'en connaisse aucune, on reste silencieux et il appartient à la personne à un moment donné de faire son travail et nous, juste simplement nous l'aiguillons, un petit peu comme un sculpteur qui dirait est-ce qu'on ne peut pas enlever là un petit peu et ici un peu plus. Voilà, nous ne sommes pas des sauveurs, il faut sortir de ce fantasme d'être le sauveur. On le voit, on l'entend bien dans le témoignage de Frédéric, en couple, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe et puis je vais plus loin que ça. Le lien de la maladie au sauveur, vous voyez, si je veux vous soigner, nous créons un lien ensemble qui est un lien thérapeutique, entre guillemets. Mais le jour où ce lien disparaît, la relation est terminée. Donc, le malade a intérêt à rester malade et le thérapeute à rester thérapeute. Et ça, nous, thérapeutes, nous le savons bien et c'est de ça dont nous devons impérativement sortir. Un jour, vous allez bien. On ne soigne pas son conjoint, on ne soigne pas ses parents. Comme je l'ai dit dans l'émission radio, on ne soigne pas non plus son patron. Je pars un petit peu dans tous les sens, j'en suis conscient en même temps que je parle, mais ça fait rien. Ça vous donne des éléments pour que vous puissiez vous faire, vous, votre propre réflexion. En tout cas, si vous êtes en couple avec quelqu'un que vous souhaitez réparer, c'est perdu d'avance. Et non seulement ça, mais c'est le jour où vous allez arrêter de rentrer dans ce jeu, c'est-à-dire le jour où vous allez déposer les armes, lâcher prise, qu'à ce moment-là, quelque chose va se passer, certainement la rupture, mais en tout cas, l'autre ne commencera à aller mieux que le jour où on voudra arrêter de le soigner. Donc arrêtons d'être des sauveurs, ça ne marche pas, c'est névrotique, et si vraiment vous vous inscrivez dans une relation où vous vous sentez être le sauveur, faites une petite analyse, faites une petite thérapie, ce sera pour votre plus grand bien, et pourquoi pas pour le plus grand bien de l'autre, même si ça n'est pas le but.
Voilà, j'espère que ça vous a donné quelques éléments de réflexion. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ces vidéos, de cliquer sur une petite cloche pour être tenu au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Et puis je vous dis à très bientôt pour un autre témoignage. Au revoir.